Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée au secteur des télécommunications. Le dossier du jour s'intéressera à la réforme de ce secteur en Afrique subsaharienne. Et puis au sommaire également de cette émission, prestation de serment du président guinéen Alpha Condé et référendum sous tension en Centrafrique ce dimanche 13 décembre. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Nos éditorialistes Jean-François Akanji-Kombe. Jean-François, bienvenue. Bonsoir Amira, bonsoir à toutes, à tous. Gemal Taleb, Gemal, merci d'être avec nous. Merci Amira et bonsoir à tout le monde. Et notre invité, professeur et ingénieur en informatique, Kossi Boniface Nyangeno, bienvenue parmi nous. Bonjour Amira, bonjour les amis, et puis merci à tout le monde. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Malgré les violences qui ont émaillé le scrutin de ce 13 décembre, les Centrafricains ont encore été conviés aux urnes ce lundi. Les opérations de vote pour le référendum constitutionnel ont en effet exceptionnellement été prolongées, notamment dans le quartier de PK5. Ce lundi, aucun incident n'était à déplorer, mais les violences de ce dimanche n'augurent rien de bon pour les prochaines élections. C'est un sujet de Deo Gracias Podo. Les électeurs centrafricains nourrissent toujours l'espoir d'un changement à l'issue du référendum constitutionnel. Après le vote de dimanche 13 décembre qui a été marqué par des violences dans certains quartiers de la capitale, le scrutin semble susciter davantage d'inquiétudes. Les autorités ont multiplié les appels au calme et invité les électeurs du quartier musulman du kilomètre 5 qui n'ont pu voter la veille à se rendre aux urnes ce lundi 14 décembre. Le scrutin avait été perturbé dans cette zone par des tirs à l'arme lourde faisant plusieurs victimes. Le kilomètre 5 vit dans l'insécurité. Mais à partir d'aujourd'hui, la détermination de la population est telle que ces rebelles, ces criminels vont reculer. Le référendum vise l'adoption d'une nouvelle constitution et représente également un test avant les élections présidentielles et législatives prévues le 27 décembre 2015. Ces derniers jours, la plupart des acteurs politiques et ceux de la société civile se sont voulus optimistes. Malgré le climat de tension, un retour prochain de la paix est toujours envisageable. Les attentes des Centrafricains, c'est surtout la sécurité. Les Centrafricains ont un besoin vraiment de protection, mais également une aspiration à la paix. La majorité de la population est agricole. Donc, aller au champ paisiblement, on n'a plus besoin d'armes, de guerre qui doivent tourner par-ci, par-là pour régler certains litiges. L'autre point d'ordre, c'est surtout cette question de sécurisation des lieux de vote. Ces échéances électorales en Centrafrique, repoussées à plusieurs reprises, sont censées mettre un terme à la transition politique et favoriser un retour à l'ordre constitutionnel. Le gouvernement n'a pas encore réagi après les attaques qui ont émaillé le référendum. La présidente de la transition a plutôt appelé la population à voter massivement pour la nouvelle constitution. Jean-François, plusieurs morts, des dizaines de blessés pour ce premier jour de référendum. La Centrafrique n'est manifestement pas prête pour les élections. Je crois qu'aujourd'hui, on est passé à une autre étape où la question n'est pas celle de l'opportunité des élections ou celle de la faisabilité des élections. On est en plein dedans. Donc, on constate les morts qu'il y a eu depuis hier. Je crois au dernier constat, c'est 5 ou 6 morts, des dizaines de blessés. Et puis, moi, ce que je retiens surtout de là, contrairement à ce qui a été repris par toute la presse, c'est d'abord la détermination des Centrafricains à sortir non pas seulement de la transition, mais aussi de la violence, et à aller voter. Il y a eu, aujourd'hui on n'a pas des chiffres exacts, mais il se trouve que les Banguissois ont été votés, que dans le pays des personnes ont été votées, alors que nous savions depuis fort longtemps, depuis au moins une semaine, qu'il y avait tous les risques qui pesaient sur ce scrutin-là. D'un côté, du côté de la Séléka, puisque Noureddin Adam avait annoncé très clairement la couleur en considérant qu'aucune autorité électorale ou de l'État ne pouvait entrer dans sa zone. Et puis de l'autre côté, nous savons qu'après l'invalidation d'un certain nombre de candidats, dont un candidat qui se présente comme étant un des chefs du groupe Séléka, il y avait des menaces également qui pesaient. Les gens ont été votés. Ils ont été votés et je pense que c'est le premier message qu'il faut retenir. D'autant le deuxième, c'est que des incidents comme ceux qui ont eu lieu, qui sont plus que des incidents, montrent qu'il y a une faillite des forces internationales sur place. Je ne parle même pas du gouvernement de transition qui n'a pas les moyens de sa politique en matière de sécurité. On savait qu'au PK5 depuis le temps
que s'il fallait sécuriser, c'était bien à Bangui, dans ce coin-là, qu'il fallait sécuriser. Cela n'a pas été fait dûment, ce qui conduit à le faire aujourd'hui. Et puis, j'espère, j'espère, c'est que le message surtout qui a été envoyé par les Centrafricains a été compris par tous les prétendants au fauteuil présidentiel, à savoir que l'une des priorités, la priorité des priorités, c'est de mettre fin à cette violence-là, de mettre fin à l'impunité, et puis de se battre résolument contre des groupuscules qu'on connaît, qui sont au PK5. La population de PK5, d'ailleurs, je rappelle, a été manifestée devant la MINUSCA, dont des chrétiens, des musulmans, des animistes, tout le monde a été manifesté devant la MINUSCA, ce qui est un message fort, je crois, d'unité de ce pays. Il y aura d'autres échéances, le 27 notamment, il y a 2 semaines, pour que les mesures de sécurité soient prises et pour qu'il n'y ait plus la répétition des mêmes événements. Et ça, c'est la responsabilité de la transition, de la MINUSCA et puis des forces sangaristes qui sont sur place massivement. Oui, Jamal, justement, comment on explique, on le savait, on sait très bien que ce quartier de PK5 est connu pour être particulièrement tendu, comment on explique que pour ce jour de référendum, le quartier n'ait pas été suffisamment sécurisé? Si vous voulez me faire dire qu'il y a une faille générale dans la situation générale sécuritaire à Bangui en particulier, mais en RCA en général, la réponse est oui. Si les failles, elles sont là, elles ne sont pas que là, elles sont plus générales. Et donc, Jean-François l'a dit, et il a bien raison, il y a un vrai problème de sécurisation de ce pays. Il y a un problème lié à la MINUSCA, il y a un problème à la force sangariste, et il y a un problème aux forces onusiennes de façon générale et aux forces nationales. Madame Samba Panza et son autorité n'est en réalité faite que c'est une partie des forces étrangères qui ne lui obéissent pas tellement. Et donc c'est un vrai souci dans ce problème, dans ce pays. La rumeur désormais suffit pour embraser une situation. Souvenez-vous, il y a 1 mois et demi, 2 mois, sur le fait d'une rumeur, on a connu un massacre à Bangui. Et donc la situation, la précarité de la situation est dans une situation a atteint un niveau tel que finalement il n'y a pas que ce quartier-là. L'insécurité, l'instabilité est là partout. Est-ce que pour autant il faut en déduire que ce pays est absolument à jamais fichu, à jamais terminé? La réponse est non, à l'évidence non. Et d'ailleurs, plus vite on rétablira un régime légitime, plus vite on reviendra à une situation normale. La RCA ne sera jamais stabilisée ni par les forces onusiennes, encore moins par les forces africaines, ni par les forces sangaristes. La RCA sera sécurisée le jour où il y aura un gouvernement légitime qui, lui, sera capable de dire à Noureddin Adam et à ses amis « c'est terminé, vous ne pouvez pas avoir une bande de territoire à vous dans laquelle vous faites la loi comme vous le voulez ». Dire aux membres de la Séléka, mais aussi dire aux membres d'Antibalaka « c'est terminé, la pagaille ne peut plus continuer ». Ce pays a vécu tout le temps dans une harmonie générale. Il y a eu des problèmes, il y a eu des coups d'État, il y a ce qu'on veut, mais enfin, globalement, le pays a connu une situation de stabilité réelle. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Voilà qu'on nous invente encore une fois une guerre entre chrétiens et musulmans. Voilà que demain, on va nous inventer tout à fait autre chose. Il n'y a pas ce problème-là, il n'y a pas cette nature. Il n'y avait pas ce problème-là, il n'y avait pas cette nature. Tout cela est nouveau. Tout cela a besoin d'un gouvernement légitime, d'un président démocratiquement élu qui possède la légitimité nécessaire pour asseoir l'autorité de l'État par les voies démocratiques, mais aussi par la voie de l'autorité et du respect de l'autorité de l'État. Monsieur Nanguénon, très rapidement, comment on explique que les milices ne soient toujours pas désarmées en Centrafrique malgré la présence militaire internationale? Oui, vous savez, chaque pays a sa spécificité, donc c'est peut-être qu'ils ont une certaine force qui fait que l'international n'a pas beaucoup d'actions sur eux. Donc on a vu pas mal de... Bon, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On a vu, ils étaient en Côte d'Ivoire, il y avait l'autorité de l'ONU qui était là, cependant il y avait pas mal de massacres. Donc c'est la même chose qui se répète là-bas. Par conséquent, pour moi, ce que je peux retenir quand même d'optimisme, c'est que le processus démocratique est en marche et que malgré les attaques, les tueries qui a lieu, on essaie quand même d'avancer. Mais il faut quand même mettre la sécurité au premier en tant que priorité de l'État. Le président guinéen Alpha Condé, réélu au mois d'octobre dès le premier tour avec 58% des suffrages, a prêté serment ce lundi et les chantiers qui attendent le chef d'État sont nombreux. L'économie du pays est exsangue, Ebola n'est toujours pas éradiqué, le système judiciaire du pays continue encore de montrer ses faiblesses. Paul de Singwe. Le président Alpha Condé accède pour la seconde fois à la magistrature suprême. Réélu au premier tour de la présidentielle du 11 octobre 2015 avec 57,85% des suffrages, le professeur Alpha Condé a prêté serment devant le Conseil constitutionnel ce lundi 14 décembre 2015. Moi, Alpha Condé,
président de la République, élu conformément aux lois, je jure devant le peuple de Guinée sous mon honneur de respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Pour sa première prise de parole officielle depuis sa réélection, le chef de l'État guinéen a rendu un hommage aux institutions du pays ainsi qu'à la société civile pour leur rôle dans la réussite du scrutin présidentiel. Cette cérémonie d'investiture, qui s'est tenue à Conakry, capitale guinéenne, a également permis au président Alpha Condé de revenir sur les priorités de son nouveau mandat. Chers compatriotes, l'essentiel de nos actions vise à atteindre nos objectifs qui demeurent la construction d'un pays uni, fort, libre et fraternel. Un pays tourné vers la prise en compte des aspirations de nos populations, par une gouvernance soucieuse d'offrir aux uns et aux autres une vie meilleure et à travers une politique de développement marquée du sceau de la lutte contre la pauvreté, de la mise en place d'une politique d'éducation et de santé menant à l'épanouissement de nos populations. La cérémonie d'investiture du président guinéen s'est déroulée en présence de nombreux chefs d'État, parmi lesquels les présidents Denis Sassou Nguesso du Congo et Obiangema Mbazogo de la Guinée équatoriale. Monsieur Nanguénon, quels sont selon vous les chantiers prioritaires qui attendent le président Alpha Condé ? Wow. Le chantier prioritaire, ça, c'est l'économie dans un premier temps, puisque l'économie ne marche pas. Bon, on le sait, en Guinée, le problème se pose, économiquement se pose. Donc, le premier chantier sur lequel il va tabuler, c'est l'économie. Comment régénérer l'économie, comment avoir de nouveaux capitaux pour asseoir une économie, disons, bon, pas de marché, je dirais, mais une économie qui met en place toute une concurrence et puis fait inviter les acteurs économiques extérieurs. Il fera ce qu'il faut pour le faire. Et puis en plus, on parle de la sécurité aussi. Donc la sécurité en Guinée, bon, il est vrai, c'est pas comme on l'a vu en Gambie tout à l'heure, en RDC tout à l'heure. Mais le problème de sécurité se pose toujours en Afrique. Donc il faut quand même que ce côté-là puisse être mis aussi en évidence. Donc voilà les chantiers prioritaires sur lesquels il peut travailler, quoi. Gémal, comment le président Alpha Condé devra s'y prendre pour redresser cette économie mise à mal ces dernières années, notamment par Ebola ? Je pense que la situation va être difficile, incontestablement, mais le bilan n'est pas mauvais. La Guinée a connu 30 ans de léthargie absolue. Elle a connu 20 ans avant cela de situation politique, mais 24 ans de situation politique, sécuritaire, d'instabilité politique réelle. L'intermède, le passage du président de la transition dirigée par les deux généraux, donc le capitaine puis le général, ont été là encore des moments difficiles. Alpha Condé est arrivé dans un champ de ruines. Quand vous arrivez dans un champ de ruines, très souvent, vous ne savez pas par quel bout prendre les choses. Et je pense que c'est à peu près la situation à laquelle il a été confronté. Il a, de mon point de vue, posé les grandes bases d'un redressement économique nécessaire. Il a commencé par ce que les Guinéens attendent en premier, c'est-à-dire l'électricité. Et donc la nécessité de donner à ce pays un élan nécessaire en matière de développement économique qui passe par l'électricité est, de mon point de vue, une chose fondamentale. Vous ne pouvez pas, et c'est l'une des grosses difficultés que nous avons sur le continent, vous ne pouvez pas développer une économie si la route devant chez vous n'est pas bonne, si l'électricité est coupée 4 fois par jour, si l'Internet ne fonctionne pas, si l'assainissement ne fonctionne pas, si les transports en commun ne fonctionnent pas. Ce sont toutes ces choses-là, tous ces facteurs de développement nécessaires, importants, qui ont été confrontés, auxquels a été confronté le président Condé. Il s'y est honnêtement pas mal pris. Il s'y est pas mal pris parce qu'il a commencé 5-6 chantiers en même temps.
Manque de peau pour lui, Ebola est venu retarder ses efforts. Ebola est venu retarder ses efforts, Ebola est venu anéantir le peu de moyens qu'il avait parce qu'il fallait des priorités. Et donc, naturellement, beaucoup de projets de développement ont été retardés parce que l'obligation a été la santé publique avant tout. Et donc, dans un pays frappé, touché, traversé par une épidémie aussi importante, il est bien entendu que faire face aux questions de développement est une chose évidemment difficile. Je ne connais pas très bien Alpha Condé, je connais son parcours. Et donc, le parcours, la notion, la personnalité, la conviction du président Alpha Condé est telle que je pense qu'il lui a fallu beaucoup de caractère pour faire face à tout cela à la fois, et je pense qu'il l'a fait. Là, il est réélu, il a un deuxième mandat. Il a un deuxième mandat pour faire face à tous ces problèmes-là. Alors, le pays ne manque pas d'atouts. Ne manque pas d'atouts parce que c'est un accident géologique. Il ne manque pas d'atouts parce qu'il a une classe moyenne de plus en plus importante. Et il ne manque pas d'atouts parce que, mine de rien, c'est l'un des pays où le taux d'endettement est le plus faible. Et donc, faire face à tout cela, à tous ces problèmes-là dans un deuxième mandat, les chantiers qu'il avait commencés et qu'il avait stoppés à cause d'Ebola est, de mon point de vue, une tâche évidemment importante. Il va falloir qu'il commence par les infrastructures. Dieu sait que la Guinée en a besoin. Il a commencé, il faut qu'il continue. L'électricité, tâche éminemment importante. Ce n'est pas possible qu'en Guinée on meure de faim. Ce n'est pas possible qu'en Guinée on manque d'électricité. Et donc tous ces facteurs-là, toutes ces infrastructures nécessaires sont, de mon point de vue, les grands chantiers qui l'attendent de demain. Enfin, je fais confiance encore une fois à la clairvoyance et à l'intelligence du président Condé pour y faire face. Jean-François, très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, vous partagez l'optimisme de Djemal ? Ne me lancez pas sur ce que Djemal a dit, sinon nous allons prendre plus de temps. Non, mais vraiment très rapide, juste un point. Je partage l'ensemble de l'analyse historique de Djemal, en y ajoutant simplement que la Guinée a été mise à genoux à partir de son indépendance. Absolument. Et à partir de Sékou Touré, du régime de Sékou Touré, a été mise à genoux par, nous savons très bien qui. Maintenant, pour revenir aux enjeux de demain, je pense qu'il y a un enjeu, l'économie, on en a parlé, il y a deux enjeux très importants. D'abord, un qui résulte de la manière dont les élections se sont déroulées, c'était des élections rudes. Qui ont laissé des traces. Je pense qu'un des véritables défis du président sera de ressouder l'ensemble des Guinéens autour de lui, autour de sa politique. Et puis, sur le plan économique, on n'a pas le temps. Je pense vraiment que la focale doit être posée sur la lutte contre la pauvreté dans ce pays, les petites gens. Merci. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On remet tout de suite.